Bien, bonjour à tous. En effet, je voudrais d'abord absolument remercier Sandrina Martin et toute l'équipe du Carreau du Temple, Aurélie, Maïla, Thomas, etc., qui ont beaucoup participé à la production de ce cycle de dialogue. Un cycle de dialogue, lorsque Sandrina m'a contacté, j'ai pensé et nous avons réfléchi à essayer de penser qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le présent? Qu'est-ce que c'est qui définit ce qui s'invente, ce qui disparaît, ce qui régresse, ce qui progresse, etc. Et le présent dans toutes ses aspirations, dans toutes ses forces. Et lorsque j'ai dû réfléchir à construire ce cycle de dialogue, j'ai immédiatement pensé comme première invitée à Assa Traoré. Assa Traoré, donc, que tu te présentes souvent comme ça, tu es la sœur d'Adama Traoré. Adama Traoré est mort, tué par des gendarmes le 19 juillet 2016 dans, on ne sait pas où en fait, de fait. Et c'est aussi l'une des questions de l'accès à la vérité dont on va parler ce soir. Et ça fait 1 an et demi que toi, ta famille, tes proches, le comité La Vérité pour Adama se mobilisent pour à la fois savoir la vérité sur ce qui s'est passé ce 19 juillet à Beaumont, et puis à partir de là, produire une réflexion sur le système des violences policières, sur le système du traitement des jeunes des quartiers populaires, sur la question de la justice et de l'État. Et tu as publié l'année dernière, en mai, le livre Lettres à Adama, aux éditions du Seuil, avec Elsa Vuguero, qui est journaliste au Nouvel Observateur, et qui est un livre plus que beau, un livre puissant, un livre qui est vraiment un diagnostic de ce qui se passe aujourd'hui, des forces que tu affrontes, que vous affrontez. Alors, je pense que peut-être certaines personnes sont familières, mais on va commencer par une question simple, et toute simple, c'est de nous raconter. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé le 19 juillet et qu'est-ce qui t'a fait entrer dans ce combat pour la vérité et la justice? Bonsoir à vous tous. Bonsoir Geoffroy. En tout cas, merci de m'inviter. En tout cas, sur la première, c'est avec plaisir qu'on a accepté dans l'invitation avec tout le comité. Il faut savoir que Geoffroy est une personne qui nous soutient énormément dans le combat à Adama et une personne qu'on apprécie énormément. Donc oui, si aujourd'hui on est là, si aujourd'hui on arrive sur deux nationales, c'est que le 19 juillet, la vie de la famille Traoré a changé. Notre vie a basculé dans un autre monde. C'est que Adama a été retrouvé mort dans des conditions très atroces dans les locaux de la gendarmerie de Persan. Sa journée elle commence le matin à 10h, quand la mairie appelle à la maison pour dire qu'il doit venir chercher sa pièce d'identité. Et dans la journée, aux alentours de 17h, j'ai mon frère Bagui, sur qui on va revenir tout à l'heure, qui est en prison pour tentative d'assassinat, qui risque une peine très lourde, se subit un contrôle d'identité par des gendarmes. Adama, sur son vélo, en Bermuda, avec son bob et sa chemise à fleurs, passe par là. Et quand il voit son frère se faire contrôler, il décide de partir. Il décide de pédaler en courant, pédaler au plus vite sur son vélo et finir en courant. Il part pas parce qu'il se reproche quelque chose ou il a fait quelque chose de mal. Il part parce qu'il n'a pas sa pièce d'identité sur lui. Il faut savoir que dans nos quartiers populaires, ces jeunes-là, c'est de la violence qu'ils subissent au quotidien. Ils sont contrôlés plus de 5 fois par jour par les mêmes forces de l'ordre, par les mêmes gendarmes, par les mêmes policiers. Alors quand on n'a pas la pièce d'identité, c'est encore pire. On a une double violence qui la ramène dans cette garde à vue, et cette garde à vue qui la ramène devant le tribunal à Pontoise, pour nous, à Persan-Beaumont. Adama va partir, l'interpellation va se faire en 2 temps. Je vais faire assez court parce que l'histoire est très longue. Et Adama va se faire violenter. Il va se faire violenter par un individu. Mais qui est cet individu? C'est un gendarme parce qu'il ne porte pas de brassard. Et une personne qui passe par là voit Adama se faire frapper et va tenter de le défendre. Adama va partir et va se réfugier dans un appartement d'une personne qu'il connaît. Et dans cet appartement, Adama il va porter le poids de 3 personnes sur lui, près de 250 kilos. Il faut savoir qu'Adama n'est pas un surhomme. Adama ne traverse pas les murs. Adama n'était pas armé. Il était juste allongé, le ventre sur le sol. Ces gendarmes, ces militaires qui sont censés être là pour sauver toute vie humaine sur la terre, peu importe, ce jour-là, ils ont décidé que mon frère allait mourir. Ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon frère. Adama va leur dire « je n'arrive pas à respirer ». Ils vont continuer. Ils vont le traîner jusque dans la voiture, dans cette voiture où il va piquer de la tête, où il va uriner sur lui. Si un jour vous avez l'occasion, pour les personnes qui ne sont pas venues à Beaumont sur le lieu de l'interpellation et l'hôpital, c'est à peine 200 mètres, ils auraient pu le porter.
Et ce jour-là, ils ont décidé qu'Adama Traoré allait mourir. Ils vont le mettre dans cette voiture, ils vont l'emmener dans cette gendarmerie, où ils vont nous dire qu'ils vont lui apporter les premiers soins. Ils vont jeter Adama au sol, ventre contre sol, sans lui apporter aucun soin. Ils vont nous dire qu'ils vont lui apporter des soins. Et nous allons avoir une vérité, une lumière sur leurs mensonges, que les SAMU et les pompiers vont nous apporter en nous disant que quand ils arrivent dans cette gendarmerie, Adama avait encore les menottes aux mains et qu'ils lui ont apporté aucun soin, vitaux en tout cas, pour l'aider. Et ces pompiers, ces SAMU vont tenter de l'aider. Ils vont dire, il a 24 ans, on ne peut pas le laisser mourir. Et la mort sera officiellement déclarée à 19h05. Ils ont laissé mourir mon frère comme un animal sans maître. Même un chien, un maître, et il prend soin de son animal, de son chien. Et Adama est mort tout seul ce jour-là, avec des militaires qui sont censés quand même nous protéger. Aux alentours de 20h, j'ai mon frère Samba qui va apprendre que Adama fait un malaise. Donc avec ma mère et Samba, ils vont se rendre à l'hôpital de Beaumont. Ils vont chercher Adama. Il n'y a pas d'Adama. Ils vont appeler tous les hôpitaux des alentours. Il n'y a pas d'Adama. Et mon frère va appeler les pompiers. Et les pompiers vont tout de suite les basculer sur la gendarmerie. Chose très rare. Donc ma mère, vous allez voir dans le livre comment est composée notre famille. Notre famille est composée de plusieurs mamans. Mon tata, qui est la maman d'Adama, ma mère va appeler tata en lui disant n'arrive pas à l'hôpital, mais arrête-toi à la gendarmerie. C'est bizarre, il se passe quelque chose de bizarre. Ma mère va se rendre à la gendarmerie aux alentours de 21h. Elle va sonner à cette porte en demandant aux gendarmes. J'ai entendu dire que mon fils avait fait un malaise, j'aimerais le voir. Et on va lui dire, madame, votre fils il va très bien. Il fait tard, vous ne pouvez pas le voir. Elle va dire, est-ce que vous avez appelé un avocat? Ils vont dire aussi, Adama a besoin d'un avocat, nous appellerons un avocat. Et elle va dire une phrase que seule une maman ou un parent connaît ces violences des forces de l'ordre. Elle va dire, s'il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous. Et elle va partir et elle va revenir. Et entre-temps, j'ai mon frère Samba, le Chekné, qui va apporter 3 sandwichs. Un pour Bagui, un pour Sarah et un pour Adama. Les gendarmes vont prendre les sandwichs aux alentours de 21h15. Mais Beaumont est une petite ville, la tension est très palpable. Les allées et venues se font vite très remarquer. Les amis de Adama, ma famille, mes frères vont tous venir devant cette gendarmerie. Le monde va arriver, les habitants vont arriver. Et aux alentours de 23h, j'ai mon petit frère Yacouba, qui est en prison aussi. Parce qu'il faut savoir qu'en 8 mois, dans la famille Traoré, il y a eu un mort, 3 frères en prison et des soutiens en prison. Yacouba, aujourd'hui, qui est en prison, parce qu'il a mis son pied devant cette gendarmerie. Aux alentours de 23h, il va mettre ce pied devant cette gendarmerie. Dès que la porte va s'ouvrir, il va voir un gradé, il va lui dire « On veut voir Adama ». Et le gradé va le faire entrer, il va demander qui est la mère d'Adama. Et ma tata et Yacouba vont rentrer dans cette gendarmerie. Et c'est comme ça, aux alentours de 23h15, qu'on apprend la mort de Adama. Mon frère, ma mère va crier, elle va pleurer, Yacouba va crier, va se jeter par terre. Les pompiers, les gendarmes vont arriver, ils vont leur sauter dessus, vont les gazer et vont les mettre à la porte. Aujourd'hui, Yacouba est accusé d'intrusion et de violence sur gendarme dans la gendarmerie le soir du 19 juillet. Il est encore en prison. Et il faut savoir que dans la famille Traoré, on a pleuré un jour, même pas 24 heures. Le lendemain, il fallait être sur pied. Tout de suite, on a dit que mon frère était mort parce qu'il avait pris de la drogue, parce qu'il avait pris de l'alcool. Ensuite, le procureur Yves Janier va dire que mon frère est mort de cause cardiaque et d'infection très grave, mais il ne va jamais parler d'asphyxie. Et nous, on connaît Adama. Tout de suite, mon frère va être criminalisé. Ces gendarmes vont passer pour des victimes et Adama, mort, va passer pour un coupable. Ils ont enlevé la vie de mon frère, mais ils ne vont pas salir son nom et sa dignité et l'honneur de notre famille. On va demander des contre-expertises. Un rapport de force va être mis entre les médias, les forces de l'ordre, la justice, pour qu'Adama retrouve un prénom qui s'appelle Adama et que mon frère devienne une victime et non un coupable. La ville va se mobiliser, les habitants vont se mobiliser, les villes aux alentours vont se mobiliser. Il faut savoir que le combat Adama est une force locale. Si aujourd'hui on se retrouve ici au national et à l'international, c'est qu'il y a une base locale très forte.
Le combat est porté localement par les habitants de Beaumont, Persan, Champagne et toutes les villes limitrophes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est là. C'est s'organiser localement. À la première autopsie, nous allons demander que la première autopsie va être faite 3 jours après. On va aller voir Adama. Quelques heures après, on va nous convoquer à la préfecture de Cergy-Pontoise en nous disant que nous savons que vous êtes des musulmans et que dans la religion musulmane, vous enterrez le corps dans les 3 jours. On s'est permis de contacter Air France et Roissy. Dès demain, le corps d'Adama peut partir et que toutes les personnes souhaitant un passeport leur sera remis sur place. On va les regarder avec poliment, gentiment. On va leur dire merci beaucoup. C'est très gentil de penser à nous, mais respectez-nous. Qu'on se recueille au moins sur le corps de notre frère et Adama sera peut-être enterré en France. Il faut savoir que ce jour-là, ils n'avaient pas nos parents devant nous. Nos parents qui, eux, peut-être, les auraient remerciés de cette faveur et de ce soulagement de rapatrier le corps vers un autre pays. Et on va demander cette contre-autopsie. Mais il faut savoir qu'en France, quand on ne connaît pas ses droits correctement, on ne peut pas accéder à la justice. Donc la France qui dit liberté, égalité, fraternité, elle ne peut pas marcher si on ne connaît pas ses droits. Sans accès à la justice. Et elle a conscience qu'une partie de sa population, dont moi, une très grande partie de sa population, ne sait pas utiliser ses droits correctement. Ce qu'ils vont faire, ils vont apporter le corps d'Adama, sachant qu'on a demandé la deuxième autopsie. Si le corps d'Adama, si on le prend, le corps est souillé, il n'y a plus de deuxième autopsie. Ce sont des familles, des familles de victimes, des militants qui étaient auprès de nous, qui nous ont dit, surtout la famille Traoré, n'acceptez pas le corps. On va avoir un jet violent et on va refuser, on va renvoyer le corps à mon frère. On va dire on ne veut pas du corps d'Adama. Et on va demander cette deuxième autopsie. Cette deuxième autopsie qui va dire qu'il n'y avait aucune trace d'alcool dans le sang d'Adama, aucune trace de drogue, qu'il n'est pas mort de cause cardiaque, qu'il n'est pas mort d'infection très grave, mais qu'il est bien mort asphyxié. Oui, Adama a pris le corps de 3 personnes sur lui. Adama a subi un plaquage ventral, une technique d'immobilisation mortelle à plus de 90% des cas qui ramène à la mort, qui est interdite dans plusieurs pays limitrophes, qui est interdite aux États-Unis, mais encore pratiquée en France. Mon frère est mort de ça. Mais il faut savoir, on va pas faire très long parce que sinon je pourrais parler des heures, moi Geoffroy, tu sais. C'est pour ça aussi qu'on écrit un livre. Il faut savoir que ça se paye parce qu'on va demander à ce que, avec notre avocat Maître Bouzrou, on va demander à ce que le procureur Yves Janier soit dessaisi de l'affaire. On va avoir le soutien du procureur général de Versailles. On va demander à ce que l'affaire d'Adama soit dépaysée et arrive dans une autre ville et elle va arriver à Paris. Depuis le mois de janvier, l'affaire à mon frère est sur Paris avec 3 juges d'instruction. Chose très rare dans des affaires de victimes de violences policières. Mais ça se paye parce qu'on ne fait pas muter un procureur comme ça. La famille Traoré va payer tout ça. Vous savez, quand on arrive au mois de juillet, il y a quelques mois, et on a les 2 rapports d'autopsie des experts indépendants que Paris va prendre et qui vont confirmer ce que la famille Traoré va dire, que Adama est bien mort de cause cardiaque, n'est pas mort de cause cardiaque, pardon, et d'infection très grave, mais d'asphyxie, ça se paye. Ça, on ne l'a pas eu gratuitement. La famille Traoré a laissé des frères en prison, a laissé des soutiens en prison. La famille Traoré a subi de l'harcèlement, de l'acharnement, des humiliations et des menaces de mort de la part de ces forces de l'ordre, de cette justice en France. Et après le mois d'août, parce que tout ça, ça se fait en 2 mois. 2 mois très intensifs, 2 mois où on ne dort pas, 2 mois où on erre dehors, 2 mois où on reste debout, parce qu'il faut savoir que nous sommes devant les institutions les plus puissantes qui sont l'État et la justice, qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré. Ils ont fait de nous des soldats. Nous sommes devenus des soldats aujourd'hui. Face à eux, pour réclamer quelque chose qui nous est dû, un droit et une justice équitable pour tout le monde. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans ce que tu as dit, c'est que effectivement tu parles beaucoup de cette question de la guerre. Et moi je sais que c'est très important de dire que c'est pas toi qui fais la guerre, que c'est l'État qui a décidé de faire une guerre à la vérité. C'est-à-dire que la logique du mensonge se met en place immédiatement.
Et cette logique du mensonge, de cacher le corps, d'empêcher l'accès au corps, d'empêcher la contre-autopsie, de mentir sur les causes de la mort, effectivement, non seulement c'est un cas qui est très intéressant parce que ça signifie que l'État, dans les sociétés comme les nôtres, ne se met pas au service des victimes, ne se met pas au service du droit, ne se met pas au service de la vérité, mais l'État se met au service d'un corps qu'il considère comme le sien, qui est la police. Et il défend la police au-delà de tout. Il y a des scènes très importantes dans ton livre, dans lesquelles tu racontes, par exemple, que la première visite de Bruno Le Roux, lorsqu'il est nommé ministre de l'Intérieur, c'est les gendarmes de Beaumont. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup frappé parce que moi, j'avais été très très choqué par ça. J'avais honte. Et je me souviens que dans le livre, tu dis que toi, tu étais plutôt contente. Parce que tu dis c'est la preuve que vous êtes en train de gagner du terrain et qu'il est obligé d'aller là pour rassurer ses troupes, en quelque sorte. Et donc toi, tu l'as vu plutôt comme un signe d'une bataille stratégique, alors que moi, je l'ai vu comme une honte. Plus que ça, ils sont décorés, les gendarmes. Il y a eu des décorations pour les gendarmes. Il y a eu des mots de Bernard Cazeneuve pour dire il faut que les violences s'arrêtent. Et toujours penser que les violences, c'est les violences commises par ceux qui se révoltent, et pas les violences commises par les gendarmes contre Adama et contre tes frères aujourd'hui. Et on parlera de la question des accusations contre tes frères d'outrage, de rébellion, de tentative d'assassinat, d'injure, parce que c'est très important. La première chose quand tu parles de l'affaire d'Adama Traoré, il y a 3 moments. Il y a le moment de l'interpellation et le fait qu'il court. Il y a le moment de l'interpellation, c'est-à-dire le fait de l'étouffement, qui est la technique du plaquage ventral, la technique de la... Je ne sais plus quel est le nom de la technique qui a été appliquée à ton frère, c'est le plaquage ventral. Et puis il y a le problème de l'accès à la justice et à la vérité. Alors peut-être l'une des premières choses dont j'aimerais bien que tu nous parles un peu, et tu l'évoques beaucoup dans ton livre, c'est le fait de concevoir la police comme étant une force qui met en danger. Et ça, c'est quelque chose quand même de très très intéressant et très important parce que dans les présents, les vies qui sont vécues, c'est vrai que on peut se présenter la police comme une force qui protège, qui accompagne, qui fait vivre. Et au fond, toi, tu dis que pour tout un ensemble de populations, et notamment les jeunes des quartiers populaires, et notamment pour insister là-dessus, les jeunes noirs et les jeunes arabes, la police est un corps en danger. Et donc, peut-être tu peux nous parler de ça, de comment est-ce que... quel est le rapport à la police, à ton avis, que tes frères entretiennent, et comment toi, en fait, tu as un rapport très différent à ça, parce qu'effectivement, il y a une logique aussi où les garçons sont beaucoup moins bien traités que les filles. Tu sais, Geoffroy, c'est... Oui, la police, il y a un problème avec nous, avec les jeunes de quartier, avec les Noirs, avec les Arabes. Si tu n'as pas la bonne couleur, si tu n'as pas la bonne religion, tout de suite, tu seras ciblé. Tout de suite, tu seras pointé du doigt, mais on va remonter très loin. On peut remonter sur le temps de l'esclavage, où il y avait une forme de domination qui était sur certaines populations. On peut aller sur la colonisation. Et après, cette colonisation qui va aussi sur ces quartiers populaires. Ces quartiers populaires où des immigrés, des personnes qui sont venues en France vont être installées. Et quelque chose va être construit autour de tous ces quartiers, autour de nos familles, autour de la jeunesse, autour des garçons, autour de mes frères et autour de mon frère, Adama Traoré. Parce que si Adama Traoré il est mort, il n'est pas mort. Les gendarmes ne se sont pas levés un matin en disant ce matin je vais aller tuer qui je vais aller voir Adama Traoré. Non, mon frère il est mort à cause d'un système. Parce que l'État et la société a créé autour de ces quartiers, ce qu'elle a créé autour des garçons et autour de nos familles. Parce que on a envie de dire que le colonialisme c'est fini aujourd'hui. Il n'y a plus cette domination, dominant-dominé. Nos garçons, ils vont faire les frais de tout ça. Depuis leur plus jeune âge, ça va aller jusqu'à dans la scolarité. Tu sais, il y a pas longtemps, j'étais à Fontenay, et la scolarité, à Fontenay-sous-Bois, où on faisait aussi un débat, et la scolarité est revenue assez souvent dans la discussion, chose très rare, où on nous a dit que la scolarité, quel était le rapport entre la scolarité et les violences policières. On avait Marwan Mohamed qui était là, qui a très bien débattu, et bien sûr qu'il y a des inégalités, en tout cas dans la scolarité. Et ces inégalités-là vont faire que certaines jeunes, la jeunesse, vont ramener ces jeunes aussi vers l'extérieur. Et l'extérieur, où il y a ces policiers qui sont indisciplinés et qui sont violents, seront confrontés à la jeunesse. Quand nos parents arrivent en France et qu'il faut scolariser ses enfants, tout de suite,
cet État français-là, bah, nos parents vont être exclus de ce système-là. Ils vont être exclus de ce système-là. Tu sais, il y a un triangle. Le triangle, il y a le point des parents, le point de l'enfant et l'école. S'il manque un bout, bah, il y a forcément un échec ou il y a quelque chose qui manque. L'établissement, l'école ne peut pas combler tout ça. Ne peut pas prendre l'éducation, le rôle de la scolarité et l'éducation. C'est pas possible. Bah, nos parents vont être mis à l'écart, nos parents vont être minimisés, nos parents vont être vus. On va leur envoyer qu'ils ne savent pas parler le français correctement, qu'ils ne vont pas utiliser le vouvoiement. J'en suis sûr que plusieurs personnes ou certaines personnes ont connu quand on allait avec nos parents à l'école ou dans les services d'administration ou en Afrique, il n'y a pas de vouvoiement. Il y a le tutoiement et que nos parents vont tutoyer et qu'on va vouloir se mettre sous la table parce qu'ici les codes français vont faire que il faut tutoyer. Bah, tout ça va être envoyé à nos parents et les enfants vont s'éloigner même de leurs parents. Et au niveau de la scolarité, bah, les parents n'auront plus cet espace. Et les enfants, ces jeunes-là vont être confrontés à l'éducation et à l'éducation scolaire et les élèves. Mais les parents vont être mis à l'écart. Aujourd'hui, oui, on fait tout un truc pour réintégrer les parents, mais pour en arriver là, c'est qu'il y a eu une source. Bah, ces jeunes garçons, bah, depuis leur établissement, le doigt est pointé sur eux. Il est pointé sur eux. Le choix de leur scolarité est souvent choisi. On les met souvent à la porte. Ensuite, on va les enfermer dans ces quartiers où on va nous formater ou en formater en disant bah, c'est ta place ici, c'est là que tu dois rester. Ils seront pointés du doigt. Bah, mon frère est mort à cause de ces systèmes. Quand ces gendarmes viennent interpeller mon frère, on le dit dans le livre, ils viennent armés comme s'ils allaient en zone de guerre. Ils ont toute une artillerie, un armement qu'ils ont dans leur véhicule que je pense qu'ils n'auront pas s'ils viennent interpeller en ville. Un fantasme sera créé aussi autour de ces quartiers. Toutes les personnes qui ne connaissent pas les quartiers populaires ou qui le voient de loin, il y a un fantasme qui est créé. On a l'impression qu'être dans un quartier populaire, ben, ça fait peur, il y a des dangers. Moi, je suis éducatrice à Sarcelles. On me dit, oh là là, mais comment tu fais? Et les gens vivent très bien. La sécurité, c'est les forces de l'ordre. C'est eux qui emmènent la sécurité dans les quartiers. C'est eux la première des violences. Quand on parle de violence, moi j'ai envie de dire, la première des violences qu'il faut dénoncer, c'est celle que mon frère a subie le 19 juillet. Quand ces forces de l'ordre, quand ces gendarmes, quand ces policiers viennent dans les quartiers, bah, nos frères sont déshumanisés à leurs yeux. On ne les voit même pas comme des personnes. Bah, tout de suite, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on les voit. Il faut les insulter, il faut leur cracher dessus. Il faut les tutoyer. Il faut leur mettre des coups de matraque. Et il faut les tuer. Et il faut tuer mon frère. Mon frère est mort de ces systèmes. Mon frère est mort de ce que l'État a construit autour de tout ça. Moi, j'ai envie de leur dire, bah, malheureusement, mon frère, on ne lui aura pas laissé le choix d'avoir une liberté de penser, d'avoir une liberté de rêver, d'avoir une liberté de circuler. Parce que quand on se fait interpeller ou contrôler plus de 5 fois par jour, bah, la liberté de circuler, elle est où? Bah, c'est des jeunes garçons, j'ai envie de dire comme tout le monde, hein, qui ont un cœur, qui savent penser, qui savent réfléchir, qui ont des enfants, qui ont des parents, qui ont des frères, qui ont des sœurs, qui ont des loisirs. Moi, mon frère, il aimait beaucoup voyager. Il aimait beaucoup le foot. Il a même plus voyagé que moi. Bah, tout ça, on lui a enlevé. Et c'est ce qu'on enlève à tous les garçons de ces quartiers. Oui, on va dire, et la fille, bien évidemment, les filles aussi, les femmes aussi ont des problèmes dans les quartiers populaires, comme tout le monde, comme n'importe où. Mais ça sera plus simple au niveau de la fille parce que face à l'homme blanc, la femme noire ou la femme de couleur sera une forme d'exotisme. Elle ne sera pas vue comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de méchant, ou comme quelque chose qu'il faut frapper ou tuer, comme le subissent certains garçons et mon frère. Il n'y a pas longtemps, je vais le redire, j'ai fait une interview, c'était le 8 mars, et on m'a posé la question en me disant, bah, ça, qu'est-ce que tu penses de cette journée, la liberté de la femme? Je dis, mais c'est génial, c'est super, en plus je suis une femme, en plus je suis noire, je peux m'exprimer librement et dire ce que je veux, mais ça je ne l'ai pas eu gratuitement. Des personnes se sont battues pour que je puisse avoir ce privilège. Mais je lui ai posé la question, mais c'est face à quels hommes doit-on se battre pour avoir ces privilèges? Ce ne sont pas face à nos hommes des quartiers populaires, parce que eux,
sont même pas considérés. Ils sont même pas vus comme des personnes pouvant participer à la construction de ce monde, de cette France, de leur ville ou de leur pays. Et comme des personnes qu'il faut tuer, comme mon frère, ou mettre en prison, comme mes frères. Et le fait, c'est moi, les choses qui m'a toujours beaucoup touché quand tu parles de tes frères, c'est le fait que tu les décris de manière très sensible. Des rêveurs, des gens qui aimaient le voyage, qui aimaient les copains, qui aimaient le foot, qui aimaient mettre un bob, un vermouth, un t-shirt à fleurs, etc. Et c'est très beau parce que de fait, dans la littérature classique sur les violences policières, très souvent, il va y avoir au contraire une forme d'éloge de la masculinité noire. Tu sais, de l'agressivité, comme une manière de se défendre contre un système agressif. Et au contraire, toi, je trouve que tu arrives à faire un portrait du jeune homme noir qui n'est pas du tout dans cette espèce de construction d'une masculinité agressive qui serait une forme de revanche sur le système. Je pense qu'il y a, sauf si tu veux réagir à ça, mais il y a une chose qui est très importante. Moi, quand tu parles de l'école, moi, je pense qu'effectivement, il faut toujours aborder la question des violences policières comme un système total, et que c'est vrai qu'on peut avoir penser la police n'est pas intégrée à la question de l'école. Il y a un très beau livre qui est sorti il y a 2 ans d'une sociologue qui s'appelle Alice Goffman, qui s'appelait On the Run, c'est-à-dire en fuite, et qui est sur une ethnographie d'un quartier de Philadelphie, d'un quartier noir de Philadelphie, où elle essaye de dire que elle, quand elle était une fille d'universitaire blanche, américaine, riche, de classe dominante, et elle a vu dans son université de la drogue, de se battre, de l'extorsion, des choses comme ça, mais personne n'allait en prison. Les blancs restaient peut-être un peu engueulés par un flic, un petit rappel à l'ordre, mais voilà, rien du tout. Tout d'un coup, elle s'est mise à fréquenter des amis dans le quartier noir, et se rendait compte que pour les mêmes choses, eux étaient arrêtés tout de suite et étaient mis dans le système carcéral. Et donc elle racontait comment il y a un système américain qui organise le fait que, elle dit entre 13 et 15 ans, le système policier et judiciaire organise 2 jeunesses, une jeunesse blanche qui va évoluer dans les universités et dans les écoles, et une jeunesse noire qui va évoluer dans les cours de tribunaux et en prison. Et donc il y a le système scolaire pour les blancs, en gros, les dominants, et le système pénal pour les noirs, et les jeunes garçons noirs aux États-Unis. De toute façon, quand on regarde les prisons françaises, ça se passe aussi chez nous. Et plus qu'aux États-Unis. Puisqu'aux États-Unis, je dis, le chiffre de noirs incarcérés, c'est 40% de la population. En France, la population noire et arabe en prison, c'est 77%. Donc c'est le double des États-Unis, alors que la population noire est estimée à inférieure aux États-Unis. Donc il y a fois 4 si on veut, de surreprésentation des noirs en prison en France par rapport aux États-Unis. Quand on voit les consommateurs, effectivement, ce sont des jeunes, ces jeunes-là, noirs ou arabes, qui vont vendre, en tout cas, ces stupéfiants. Mais les consommateurs, eux, seront plus en masse, c'est eux qui vont plus acheter, mais eux ne vont pas être au contraire, il faut les comprendre, on va les excuser même, on va essayer de les aider, on va pas les mettre en prison alors qu'ils vont consommer. Et ce sont en tout cas ces jeunes-là, on le voit en prison, la majorité sont noirs et arabes. Et en France aussi, tout de suite, c'est déjà ciblé, on est déjà le bon coupable. De fait, ça m'intéresse, c'est très important parce que le fait que ton frère ait couru, elle le décrit très bien, Alice Goffman, elle dit voilà, il y a toute une sorte de jeunesse qui, à partir de 15 ans, fuite, ce qu'elle appelle des fugitive communities, des communautés de fuir, qui veulent fuir les institutions policières, fuir les institutions, qui fait parfois ils vont pas porter plainte quand ils sont agressés, qui fait qu'ils vont pas aller à l'hôpital parce qu'ils ont peur que leur identité soit donnée, qu'ils vont être retrouvés pour une affaire, etc. Et donc on a une forme de fuir les autorités dès qu'on a un contact avec elles, comme le mode évident de la vie. Et donc ce qui explique vraiment ce qu'a fait Adama, c'est-à-dire de courir pour échapper à l'interpellation d'une force qui est dangereuse et qui le met en question. Alors on parle beaucoup là de la question du mot noir, et tu sais, on a déjeuné ensemble il y a quelques jours, et je t'avais dit que j'avais été très frappé que tu prononces pas le mot racisme dans ton livre. Moi, j'avais été frappé au contraire en me disant que il y a une anthropologue qui s'appelle Ruth Gilmore qui avait dit que le racisme, c'est la production de l'exposition de certains groupes à une mort prématurée. C'est-à-dire le fait que certains groupes meurent avant les autres, qu'ils soient exposés à la mort plus tôt, c'est ça le racisme. C'est qui meurt avant qui. Et de fait, on peut dire qu'aujourd'hui, les jeunes noirs et jeunes arabes sont victimes d'un racisme parce que c'est une population qui, dans son corps, dans sa chair, ou meurt, ou va en prison, ou meurt prématurément.
Et on le sait, hein, ACAT France a fait des rapports là-dessus, c'est une fois par mois que quelqu'un meurt dans les mains de la police. Depuis une dizaine d'années, c'est entre 12 et 15 par an, et c'est très très majoritairement des jeunes garçons noirs et arabes. Et donc moi je t'avais dit, moi j'aborde ça immédiatement comme un système raciste. Et toi tu m'as dit, moi j'utilise pas ce mot, j'aimerais que tu me redises, parce que je pense que c'était tellement beau comme tu m'as répondu, que c'est important que tu dises pourquoi est-ce que tu n'as pas... Je pense que le mot ne figure même pas dans le livre. Tu dis classe opprimée, tu dis classe populaire, donc un langage plutôt, disons, marxiste, sociologique, voilà. Et tu n'emploies pas le mot racisme. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que tu n'emploies pas ce mot-là? Bon, je ne sais pas si je retrouverai les mots exacts. C'est toujours mieux la première fois. Mais vous savez, ce qu'on vit dans ces quartiers, ce qu'on vit au quotidien, ce que mon frère a vécu, ce que les Noirs et les Arabes vivent. Bien évidemment, mon frère, il est mort parce qu'il est noir, et parce qu'il s'appelle Adama Traoré, et parce qu'il vient d'un quartier populaire. Mais en fait, c'est important pour moi que j'ai pas envie de... C'est important pour moi que ces personnes-là qui sont assises là, ce soir, définissent eux-mêmes le mot racisme. J'ai pas envie de leur mettre cette carte-là en disant c'est ça le racisme. Ben, le racisme, quand on va sortir à la fin de cette conférence, tout ce qu'on a pu dire, tous les mots qu'on a pu utiliser seront la définition de racisme. C'est important que chaque personne puisse prendre conscience qu'ils sont spectateurs ou vivent dans un monde raciste, où il y a du racisme. Je peux l'écrire 20 fois, je peux le dire à chaque phrase, le mot raciste, je peux le dire à chaque fois le mot racisme. Mais les mots, quand ils sont dits et quand ils sont ressentis, c'est pas pareil. Parce que les mots, ce qu'on va dire et ce qu'on va échanger, tout de suite, toutes les personnes qui sont là, j'espère en tout cas, vont comprendre que c'est du racisme. Que nous sommes dans un monde, en tout cas, raciste. Je peux le dire à chaque fois. Mais des fois, les mots, moi j'aime bien quand les mots viennent de la personne. Que la personne dise, ah oui, c'est du racisme. Ah oui, mais pourquoi on interpelle les Noirs? Ah oui, mais pourquoi on interpelle les Arabes? Ah oui, mais pourquoi Adama Traoré est mort? Ah oui, mais pourquoi ces jeunes se font interpeller plusieurs fois dans la même journée? Ah oui, mais pourquoi? Mais pourquoi? J'aimerais que le mot, après le pourquoi, que le mot raciste vienne, mais qu'il vienne d'eux. Parce que moi, je le sais déjà. On le vit au quotidien. Je l'ai vécu le 19 juillet sur la mort de mon frère. Et vous savez, on est sur un combat de violence policière sur la mort de mon frère. Parce que moi, quand je parle en tant que la sœur d'Adama Traoré. Bien évidemment, notre voix sera portée pour tout le monde, mais c'est le combat de mon frère. Et le racisme, il y a des personnes qui ont fait des études dessus. Des personnes qui ont... Je ne pourrais pas vous faire une thèse sur le racisme, par exemple, mais je pourrais raconter mon vécu. Je pourrais raconter ce qu'on vit. Je pourrais raconter ce que les gens vivent dans les quartiers, mais je ne peux pas faire une thèse. Et des personnes racontent très bien le racisme. Des personnes peuvent vous faire une thèse sur le racisme et vous convaincre qu'il y a du racisme. Et moi, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Normalement, les gens doivent prendre conscience qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est racisme assumé. Et mon frère est mort de ça. J'espère qu'en lisant ce livre, que ce mot viendra ou sortira de la tête de chaque personne, ou de la pensée, en tout cas, d'une personne qui ne pensait même pas que c'était du racisme. Voilà. Non, c'est très important. L'idée que le racisme, c'est un mot qui peut masquer l'explicitation des processus. Et qu'il suffit d'écrire. En gros, c'est un mot en trop. Une fois que c'est dit, c'est dit. Je pense que si on demande, par exemple, la définition de racisme, que chacun dise un mot, ça sera tous les mots que j'aurais employés, sans sortir le mot racisme. Et à la fin, ça sera du racisme, quoi qu'il arrive. Même si le mot n'a pas été dit, mais tous les petits mots ont été dits à côté. Ça veut dire que chaque personne doit comprendre que c'est pas parce qu'on ne dit pas le mot racisme que quand on vit une situation, quand on est spectateur d'une situation, ou qu'on voit une personne vivre une situation, que c'est pas du racisme. On n'a pas besoin de l'employer. On peut vivre des choses au quotidien où c'est un acte raciste. Pourtant, le mot n'est pas dit, mais l'acte est là. La personne doit prendre conscience et dire « Ah, ça, c'est du racisme ».
c'est pas normal. Et alors, dans ce cadre-là, il y a quelque chose, je pense, qui est très très important à penser. Tu as parlé beaucoup des contrôles dont sont victimes les jeunes garçons dans les quartiers populaires. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très important quand on lit, c'est qu'on se dit qu'effectivement, il ne faut pas du tout penser de l'arrestation policière comme étant une fonction autre qu'arrêter les gens. C'est-à-dire, en fait, quand on réfléchit sur les contrôles d'identité, par exemple, ou sur l'arrestation, les gardes à vue, etc., c'est très très rare que ça débouche sur des poursuites, en fait, très souvent. Et au fond, ça a introduit à l'idée selon laquelle on pourrait croire que la police est toujours un peu au service de la justice, qu'elle arrête parce qu'on recherche quelque chose, mais qu'il y a une autonomie de la police. C'est-à-dire qu'elle arrête pour arrêter. Elle n'arrête pas pour quelque chose d'après. Elle contrôle pour contrôler. Et que de ce point de vue-là, la fonction objective, effectivement, c'est de produire une forme de précarisation du rapport à l'espace public, d'avoir peur dans l'espace public, de ne pas se sentir en sécurité dans son quartier, de ne pas oser sortir de chez soi, de se sentir un peu illégitime dans le territoire. Et il y a un moment où tu dis ça très très beau, d'ailleurs tu dis à Beaumont, vous y êtes, vous voulez faire une marche, je sais pas, vous voulez faire quelque chose, et on vous refuse toujours comme si vous n'étiez pas les habitants légitimes du territoire. Comme s'il y avait un peu les habitants légitimes, ceux qui étaient chez eux, et puis ceux qui venaient un peu perturber Beaumont. Ça c'est très bizarre cette idée d'en permanence, comment dire, enfin, l'arrestation a pour fonction de maintenir une forme d'illégitimité sociale, de se sentir illégitime, et notamment sur les jeunes garçons en permanence. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu dis souvent, et d'ailleurs dans tous ces mouvements de violence policière, c'est souvent les femmes qui prennent la parole. Parce que les garçons ne sont pas habitués à aller prendre la parole, à parler, à s'exprimer en public, à assumer une position, comme si ça avait incorporé une forme d'illégitimité culturelle, symbolique, etc. Alors, je voudrais juste dire un petit mot, et après je te pose une dernière question ou une autre question sur le racisme comme système, parce que par exemple, c'est très intéressant. Aux États-Unis, par exemple, les Noirs sont plus tués par des policiers noirs que par des policiers blancs. Tu vois. Et donc à la fois, tu as une surreprésentation de la mort chez les jeunes garçons noirs, mais c'est pas parce que c'est pas raciste que c'est pas des Noirs qui peuvent produire les victimes eux-mêmes de ces schémas. Et dans le cadre de ce qui a tué ton frère, tu parles de ce système policier, mais il y a quand même autre chose aussi qui l'a tué. Donc on peut dire que c'est le système politico-médiatique par le fait de ne pas relayer publiquement les affaires de violence policière. C'est-à-dire de maintenir ces luttes comme des luttes un peu marginales dans le champ. Il faut vraiment se battre pour qu'elles soient considérées comme des luttes premières, pour que les journalistes, pour que les hommes politiques viennent à Beaumont, viennent. Mais alors ton livre est aussi une forme d'archéologie des histoires peu connues, ou très connues par certains milieux, mais peu connues dans le champ. Par exemple, Lamine Dieng, par exemple Abdelkader Bouziane, 97-2007. Donc on a des histoires que tu racontes de violences policières et qui sont moins, enfin qui ne sont pas considérées forcément par la gauche ou par les médias comme étant un enjeu absolument essentiel. Et donc moi, une question que je me pensais, c'est est-ce que, pour être très clair, est-ce qu'avant la mort de ton frère, tu les connaissais ces histoires? Est-ce que maintenant tu te dis, on t'a un peu volé une certaine histoire, une certaine manière d'être dans la politique, parce que de fait, il y a un manque par les médias, par les partis traditionnels, de mettre ces sujets-là au centre de l'espace politique. Est-ce que tu les connaissais, ces histoires, tout simplement, avant que tu racontes ici? Moi, j'ai connu Ziad Ebouna. Généalogie, en fait, de l'histoire d'Adama, qui est mort aussi après. Voilà, non, moi, c'est vraiment Ziad Ebouna, parce qu'on était à la marche, on a été à marcher pour Ziad Ebouna, mais les autres histoires, c'était des histoires que je ne connaissais pas. Vraiment, avant de rentrer dans ce monde qui m'était inconnu, je ne connaissais pas du tout, et bien évidemment, nous avons une politique, un État qui va masquer tout ça, qui ne veut pas prendre la responsabilité de tout ça, mais les premiers responsables, ce sont eux qui envoient ces policiers, ce sont eux qui font les lois, ce sont eux qui les valident, ce sont eux qui défendent les policiers. Il faut savoir que dans les violences policières comme la nôtre, les victimes doivent payer. Et pour les gendarmes, les policiers, tout est pris en charge par l'État, comme si c'était normal de ce qu'ils avaient fait. C'était normal de défendre des personnes, en tout cas un corps de métier qui était violente, qui était indiscipliné, qui pouvait emmener à la mort, qui maltraitait une partie de sa population. Ils sont défendus par cet État-là. Et cet État va rester muet face à tout ça. Et plus on avance dans le temps, va durcir les lois contre qui? Contre nous encore, contre les jeunes des quartiers, contre ces garçons-là, et qui va donner plus de pouvoir à ces gendarmes et à ces policiers.
Non, je ne connaissais pas. Et bien évidemment que politiquement, on fait de la politique aujourd'hui. Ce qu'on fait, c'est de la politique. On veut changer ce système-là. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'État si nous ne sommes pas là. Il faut savoir que si aujourd'hui nous sommes là, encore une fois, en train de s'exprimer en toute liberté et dire ce qu'on a envie de dire, et que cette salle est mélangée avec des noirs et des blancs, avec des femmes et des hommes, mais ce sont des personnes qui se sont battues bien avant. Encore une fois, il y a eu une révolution dans plein de pays, et une révolution en France. Il y a eu mai 67 aussi en Guadeloupe, où l'armée, les gendarmes français sont venus et ont tiré sur la population. Des personnes sont mortes pour qu'on puisse jouir de certains privilèges. Des personnes sont mortes, des personnes ont fait une révolution pour qu'on puisse avoir ces privilèges et ces droits aujourd'hui face à un État et une politique qui, moi, je dis, qui est antidémocratique, en tout cas face à nous, par rapport à tout ce qu'on vit, en tout cas à travers le combat de mon frère. Donc, bien évidemment, nous aussi, politiquement, dans tout ce qu'on fait, même vous, ce soir, vous êtes là. Ce qu'on fait, c'est politique. Parce que l'échange qu'on a, Geoffroy et le public qui est là, j'espère que si ce n'est pas déjà le cas, quand ils ressortiront, qu'ils ressortiront encore plus armés, encore plus forts, et une position plus forte politiquement, une politique qu'on doit leur prendre. Parce que bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui va très mal. Pour moi, l'affaire de mon frère est représentative d'un grand mal-être de cette France qui ne va pas. On parle des quartiers populaires, on parle aussi de cette précarité. La France va utiliser tout ça. La France justifie leurs moyens d'oppression par rapport à tout ça. Et la France divise son peuple, a toujours divisé son peuple. Une partie oppressée, une partie soulagée. Quand on divise un peuple, c'est facile. Quand l'une est soulagée, l'autre, c'est pas grave. On leur donne des petites bricoles, 1 an, 2 ans, pour les faire taire, et rebelote. Nous, à travers le combat de Adama, on veut que ce soit un combat rassembleur. Bien évidemment, ça fait des années que ça dure comme ça dans les quartiers, ça ne date pas de maintenant. Nous, on arrive, le combat Adama, on arrive sur la continuité de ce que certains ont fait, de certaines mobilisations. Oui, aujourd'hui, une autre population, une partie blanche, a été touchée par ces violences policières quand il y a eu les lois du travail. Aujourd'hui, c'est ensemble qu'on doit se lever et le faire ensemble, même si dans les quartiers populaires, ça fait des années et des années que c'est comme ça, que les gens se font tuer, que se font frapper par ces forces de l'ordre. Nous, on veut que ce combat, cette France qui divise son peuple, soit un combat rassembleur. Parce que quand on se lève tous et qu'on va face à cet État, face à cette politique, on est encore plus fort. C'est plus facile de renverser ce pays, renverser cette mauvaise France. Parce que oui, c'est une mauvaise France. Et récupérer cette bonne France. Cette France, pourquoi je dis, on le dit dans le livre Lettre à Adama, il faut savoir pourquoi on écrit aussi ce livre. Parce qu'Adama, il avait une vie avant. Il avait une famille, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas juste Adama Traoré, mort le 19 juillet, retrouvé dans les locaux de cette gendarmerie. Non, c'est Adama qui avait des frères, qui avait 17 frères et sœurs. Il y avait plusieurs mamans. Parce qu'il faut savoir que notre famille est composée de plusieurs mamans. De mamans noires, de mamans blanches. Mon père avait 4 femmes. C'est ça la famille Traoré. Parce qu'il faut savoir aussi que la cellule familiale dans ce combat est très importante. Et c'est une des armes les plus fortes. Et c'est celle qu'on veut détruire le plus facilement. Et malheureusement, comme nous sommes dans un état assez autoritaire, on va mettre nos frères en prison pour détruire cette cellule familiale. La famille Traoré est armée face à tout ça. On raconte la famille d'Adama Traoré, on raconte qui est la famille d'Adama Traoré, on raconte qui sont les mamans d'Adama Traoré, et qui était le père d'Adama Traoré, face à tout ça. Parce que quand on sait d'où on vient, face à cette France qui nous appartient, bien évidemment, dans le livre, on le dit, les grands-pères d'Adama ont combattu pour cette France. Ils ont fait les guerres 39-45. Un des grands-pères d'Adama est mort en France. Un des grands-pères d'Adama est rentré avec une jambe en moins. Et cette république a enlevé le petit-fils de ce grand-père qui s'est battu pour la liberté d'un pays libre où nous sommes aujourd'hui. On le dit dans le livre. C'est important de connaître d'où on vient, Geoffroy. De savoir qui on est. Moi, si je peux me permettre de dire ce que j'ai envie de dire et de parler haut et fort, doucement,
marcher la tête haute, c'est que je sais d'où je viens et qui je suis. Cette France, elle nous appartient. Cette France, elle appartient à mon frère. Le grand-père d'Adama a combattu. Il a combattu pour cette France. Les grands-pères d'Adama ont combattu pour la liberté de cette France. Oui, on va me dire que nous sommes des immigrés. On va dire pour les Blancs qui vont venir chez nous, qui sont des expatriés. Encore une forme assez péjorative pour nous. Et moi, j'ai envie de leur dire, vous parlez à une fille où son grand-père est venu en 39-45, dont peut-être vos grands-parents ou vos parents ne même pas connu cette guerre. Vous savez, Adama a été tué par des gendarmes qui sont très jeunes et qui sont même pas blancs, ils ne sont pas tous blancs. Oui, il y a des personnes de couleur dedans. Et il faut savoir d'où on vient, il faut savoir qui on est. On le dit, c'est important de raconter son histoire. Et être puissante face à cette institution qui nous renvoie que nous sommes des moins que rien, qui nous renvoie à une histoire qui nous ont caché. Cette histoire nous appartient. Aujourd'hui, on la raconte, cette histoire. Et à travers ce livre, on raconte l'histoire d'Adama et on raconte son histoire à travers cette France de sa famille. Donc j'espère que on ne va pas vous raconter tout le livre, mais vous allez en tout cas connaître, savoir qui est mon frère, qui est une partie de sa famille, qui est la famille Traoré. Parce que quand on se bat, si on est seul, c'est pas facile. Mais quand on a une famille qui est forte, on a des amis. Parce qu'Adama avait beaucoup d'amis qui sont aussi partie de son combat. Des militants aussi qui sont là, qui nous aident beaucoup. De fait, ce que tu décris très bien, c'est le fait qu'il y a des traditions militantes, il y a des associations, il y a des mémoires, il y a des mémoires des luttes, etc., et qui sont présentes, mais qu'en même temps, il y a tout un ensemble de forces qui veulent en permanence les renvoyer à l'invisibilité. Et tu le dis très bien, cacher la vérité de ce qui arrivait à ton frère, cacher des histoires de violences policières, aujourd'hui envoyer tes frères en prison, on va y venir juste après, qu'au fond, il y a une logique qui s'exprime en France de produire par les institutions policières, médiatiques, judiciaires, une invisibilisation de ce genre de vie et de ce genre d'histoire, et qu'à l'inverse, ce que tu essaies de mener avec le comité, c'est de se battre pour que ce soit, plus que se battre, c'est-à-dire c'est visible, c'est là, c'est le présent, c'est ce qui existe. Et je pense que c'est très, j'ai pas une idée. Mais alors ça, mais je pense que l'une des choses que tu dis sur tes deux grands-pères, ce que tu dis sur le fait la France, c'est moi. C'est très important parce que ce que tu montres dans le livre en permanence, c'est que l'État passe son temps à faire comme s'il t'accordait des faveurs quand juste il respecte tes droits. Et que le simple fait de demander l'application de ces droits est une bataille, comme si après on devait remercier. Tu dis une phrase qui est très importante, à un moment je pense que vous voulez manifester. Et eux, ils veulent pas trop que vous manifestiez, de peur que ça trouble le pays, le quartier ou la ville. Et tu dis, mais manifester c'est un droit, je suis chez moi, je manifeste, point. C'est comme ça. Tu ne demandes pas, tu exiges. Les droits, c'est toi. Tu as le droit de le faire. Et c'est à eux d'obéir. Bien évidemment, tu sais, on va très loin. Je l'ai dit tout à l'heure, sur l'esclavage, le colonialisme. Ils ont formaté tout ça. Ils ont créé tout ça autour de nos quartiers, autour de nos parents. Vous savez, c'est eux qui viennent allumer le feu et c'est eux qui viennent l'éteindre. Et on attend, ils vont venir nous aider. Et en fait, c'est ça, c'est fini tout ça. Nous, dans le combat de nos frères, on leur dit, vous voulez venir nous aider, c'est nous qui menons la barque. C'est nous qui menons le combat. On va y aller ensemble, bien évidemment. On ira tous ensemble, mais c'est nous qui allons décider comment on va faire. Et pas le contraire, parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. Ils allument le feu, ils viennent l'éteindre, et ils repartent comme des super-héros, comme ils le font à leur habitude. Et ça, on leur a dit non. On leur a dit, vous n'allez pas décider pour nous, et nos droits, on les connaît. En tout cas, même si on ne les connaît pas tous, on va les apprendre à les connaître. En parlant de cette manifestation, on avait été à... je ne sais plus laquelle, je ne sais plus. On devait en faire une, je crois que c'était la deuxième. On nous convoque à la préfecture, c'était très, très marrant. Donc on nous convoque à la préfecture, aux alentours la veille
J'ai 2 motards qui viennent de Beaumont jusqu'à chez moi à Paris pour me ramener une convocation. Je leur dis, mais il y a besoin, ils m'ont attendu, j'étais pas là, ils m'ont attendu 2 heures en bas de chez moi pour me remettre une convocation, pour convoquer à la préfecture le lendemain pour me dire pour la manifestation donc, à 9 heures du matin. Je les appelle, je leur dis déjà je ne suis pas à votre disposition. Vous me demandez si je suis disponible et je ne suis pas disponible à 9 heures. Et je viendrai à 13 heures. Donc on va à 13 heures avec ma mère et Tata, mes frères, des amis et l'avocate. Donc on n'avait pas dit que l'avocate allait venir. Donc quand l'avocate elle rentre, ils ont dit ah non, on leur dit bah si, elle rentre. Donc on nous fait rentrer, la discussion va durer 3 heures. Donc ils vont nous dire voilà, la maire de votre ville ne veut pas que vous fassiez. Voilà, c'était un repas. C'était le repas pour les 40 jours d'Adama. Parce que chez nous, après la mort, au bout de 40 jours, on fait un grand repas en la mémoire du défunt. On va nous dire oui que la mère Nathalie Groux, avec qui on a eu des problèmes auparavant, ne veut pas que vous manifestiez, que vous fassiez le repas, vous ne pouvez pas. Je leur dis, écoutez, c'est un endroit public. Si je veux venir pique-niquer, on allait pique-niquer. Si je veux venir pique-niquer avec tous mes amis, de tous mes amis, j'ai le droit. On ne peut pas m'interdire de pique-niquer en bas de chez moi. Et on va me sortir une belle carte avec une belle photo en disant, regardez, la famille Traoré, on vous a réservé un super beau parc avec plein d'arbustes, une belle verdure, on va vous mettre toute une sécurité autour. On les regarde, on leur dit non, non, merci, on va pique-niquer en bas de chez nous, comme c'était prévu. Et c'est comme ça, c'est un endroit public. Je n'ai même pas à vous demander l'autorisation, parce que j'ai le droit de pique-niquer avec qui je veux en bas de chez moi. Ils vont se retirer pendant peut-être 20 minutes, ils vont me dire bah, réfléchissez. Et j'ai ma mère qui va dire non, mais à ça, c'est bon, on accepte. Je dis non, 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 on n'accepte pas. J'ai dit face à nous, nous avons le préfet, on a le commandant des gendarmes, on a vu je ne sais pas qui, ils sont en train de négocier avec nous. Quand ils négocient avec nous, c'est qu'on a une marge de manœuvre. Sinon, ils ne négocient pas, ils imposent et ils disent non. J'ai dit on reste sur nos positions et on dit non. Ils reviennent, on va dire non. Ils vont dire partez, rentrez chez vous, la nuit porte conseil. Et revenez demain. Donc on rentre chez nous, effectivement, la nuit porte conseil. On revient le lendemain, j'étais avec mon grand frère. Et je leur dis, vous savez, on devrait se connaître déjà maintenant. Vous savez très bien qu'on va pas. C'est non, on va pique-niquer là. Et ils nous ont sorti une feuille, ils nous ont dit, c'est possible, vous allez pique-niquer là. Et on va pique-niquer là. Il faut savoir qu'en fait, c'est une façon de faire. Ils vont nous impressionner, ils vont ramener du monde, des personnes haut gradées, en nous disant, vous ne pouvez pas. Ils n'ont pas utilisé, vous n'avez pas le droit. Parce que je sais que j'ai le droit. Vous ne pouvez pas, on va nous faire des petites faveurs. Bah, si l'État ou des personnes et l'autorité négocient avec nous, c'est qu'on a forcément une marge de manœuvre. Et en plus, à partir du moment où ils nous convoquent, c'est qu'on peut, en tout cas, discuter. Et nous avons fait le pique-nique. Nous avons voulu le faire dans toute légalité et dans notre droit. Voilà comment ils procèdent. Et à chaque fois qu'on a un événement, on nous fait convoquer à la préfecture. Ils le savent très bien, c'est devenu un rituel entre eux et nous. Pour le 22 juillet, c'était pareil. J'ai été avec Amé, Albami et Youssef. J'ai même pas eu besoin de parler. Ils ont annoncé la couleur tout de suite et on a pu manifester. On a choisi le chemin qu'on voulait. Ils ne voulaient pas qu'on passe devant la gendarmerie. On leur a dit si. On passera devant la gendarmerie. Aujourd'hui, le combat Adama, ce n'est pas le combat famille Traoré ou Hassan Traoré, c'est un combat local qui est porté localement et nationalement. Est-ce que vous allez assumer de nous faire passer par notre chemin et non pas dans la gendarmerie? Ils ont autorisé. Voilà, la pression, en fait, c'est des façons de faire qu'ils vont utiliser pour nous impressionner, pour nous intimider. Et en fait, à partir du moment où nous sommes face à notre droit, il faut leur imposer. C'est comme ça qu'il faut procéder, malheureusement. De fait, ce que tu décris très bien, tu le dis dans le livre, pour toi, étant donné la manière dont tu décris comment tout ça a fonctionné, de l'autopsie, de mentir sur le corps, de la technique d'interpellation, de toutes ces espèces de systèmes d'intimidation, je crois même qu'il y a eu quand même une anecdote affreuse où ils sont mesquins en train de ne pas donner des chaises pour le pique-nique. Il y a une espèce d'histoire vraiment lamentable comme ça. Toi, tu dis, voilà, on ne vit pas dans un État démocratique.
Au fond, ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que si on comprend comment fonctionnent les corps d'État aujourd'hui, on ne peut pas dire, tu ne peux pas dire à Assa Traoré, je vis en démocratie. Et de fait, ce que tu viens de décrire, c'est le fait que le droit doit s'imposer à l'État. C'est-à-dire que l'État ne protège pas le droit, on n'est pas dans un État de droit, on est dans un État où il y a une forme de conflit entre ce que les forces d'État veulent imposer et ce que le droit rend possible normalement. Et que de ce point de vue-là, c'est pour ça que c'est une lutte absolument essentielle, c'est que c'est une lutte au nom du droit. Toi, tu peux juste les droits, respecter normalement, aller au bout de ce que le droit te permet, et tout le reste, c'est une logique antidémocratique que l'État fait peser sur vous. Donc toi, tu le dirais comme ça, encore aujourd'hui, on n'est pas dans une démocratie. Aujourd'hui, ce qu'on fait subir, nous sommes dans un État antidémocratique. Il faut savoir que mon frère Bagui et mon frère Youssouf sont partis en prison pour outrage et rébellion. Il faut savoir qu'en France, on peut aller en prison pour outrage et rébellion sans aucune preuve et sans aucun élément. Pour revenir à cette affaire, très rapidement, nous avons la mère Nathalie Groux qui a eu un mépris total dans la mort de mon frère, qui a refusé le corps de mon frère, qui a refusé toutes les marches qu'on voulait faire, parce que j'ai dit dans le gros journal qu'elle s'était mise du côté des forces de l'ordre, donc elle va tenter de porter plainte contre moi. Donc les habitants de Beaumont, encore une fois, cette force locale va se lever et va vouloir aller au conseil municipal. Et ce conseil municipal, on va être accueillis comme des personnes issues du grand banditisme, avec une cinquantaine de gendarmes lourdement armés, camouflés, cachés derrière les bâtiments, où nos sacs, en tout cas, seront fouillés, l'entrée sera filtrée. Au final, ce conseil municipal n'aura pas lieu parce qu'on va nous dire qu'il n'y a plus de place. L'opposition va se lever en disant que si la famille Traoré ne participe pas à ce conseil municipal, on lève le conseil municipal. La population dehors, énervée et choquée, parce que leur droit de citoyen et leur devoir d'assister à un conseil municipal a été bafoué, va s'exclamer et va le revendiquer. Nous avons les policiers municipaux qui vont gazer, et quand on gaze, il y a un mouvement de foule, plus d'une cinquantaine dehors, il y a du bruit, et on va essayer de calmer tout ça très rapidement. On le dit très bien dans le livre, je vais vous faire rapide, hein. On va essayer de calmer tout ça, on va rentrer chez nous, et une heure après, nous avons une expédition punitive dans notre quartier, à Boyenval, où on était en train de débriefer avec les jeunes en bas, et tout de suite, on va voir arriver des gendarmes. Je vais courir vers eux, je vais leur dire qu'est-ce qui se passe. Il y avait une centaine de gendarmes qui arrivaient par devant, qui arrivaient par derrière, et qui étaient sur les toits. On a des vidéos qui ont été mises sur Facebook, et je vais leur dire mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France quand on veut réclamer son droit et son devoir. On a les gendarmes qui arrivent dans le quartier, et là on va entendre charger, et ils vont charger. On a des flashballs qui vont arriver de partout, ils vont attraper les jeunes, ils vont les frapper, ils vont frapper mon frère. Et quand les voisins vont devoir sortir parce qu'il y aura de la bombe lacrymogène partout, une fois qu'ils auront fini, parce que c'est comme des zones d'entraînement, hein, quand ils viennent dans les quartiers, hein. On a l'impression qu'ils viennent comme s'il fallait s'entraîner sur de la chair humaine, sur des personnes, et se défouler et partir. C'est ce qui va se passer ce jour-là, parce qu'on a décidé d'aller à ce conseil municipal. Et le gradé va nous dire si vous n'êtes pas content, demain vous allez porter plainte. Voilà ce qu'ils vont nous répondre. Et 6 jours après, bien évidemment, tout ça, il faut le justifier. On va venir chercher mes frères. Non, je ne vais pas dire mes frères. On va venir chercher les frères d'Adama Traoré. Parce qu'il faut savoir que sur ce parvis, il y avait plus d'une cinquantaine de personnes. On vient chercher Youssouf et Bagui, qui vont faire de la prison pour outrage et rébellion. Ils vont vouloir les faire passer en comparution immédiate. Nos avocats vont dire non. Ils vont dormir 3 semaines en prison. Nous allons assister ensuite à un procès qui serait une mascarade, c'est une comparution immédiate qui va durer 11 heures. On va sortir du tribunal à 1 h du matin. Ça a commencé à 13 h. On va sortir, il sera 1 h du matin. Et mes frères vont être condamnés sans aucune preuve, sans aucun élément formel. Nous avons les policiers municipaux, nos avocats vont leur demander « Reconnaissez-vous formellement les frères Traoré ?» Non, on nous a montré leurs photos avant d'arriver au conseil municipal. La conseillère municipale qui va porter plainte pour 8 jours d'ITT, en fait c'est 1 jour d'ITT à cause de la bombe lacrymogène qu'elle s'est elle-même projetée. Il y a un policier qui va dire oui, finalement c'est mon chien qui m'a mordu. Il y en a une qui va dire j'ai entendu qu'on m'avait craché dans le dos et on m'a dit que c'était Bagui Traoré. Et on va montrer les photos où on voit les vidéos, où on voit que ce ne sont pas mes frères qui vont porter les coups, mais d'autres personnes. Mais la justice à Pontoise, cette justice va condamner mes frères. Mes frères vont demander aux gendarmes mais pourquoi vous faites tout ça? On n'a rien fait.
On va leur répondre très gentiment, ta sœur a fait trop de bruit, qu'elle se taise. Et mes frères vont dire, Guy va dire à l'avocate, dites à ma sœur, dites à ma famille de continuer le combat. Ils ont mis mon frère sous terre, le combat va continuer même si je dois rester en prison. Et ils vont garder mon frère, ils vont garder Bagui. Quand on parle de notre famille, quand on parle de la cellule familiale, c'est tout ça. Mon frère, il va avoir des mots à la fin de ce procès qui va dire, moi j'ai déjà fait de la prison, Youssouf, mon petit frère, n'a jamais fait de la prison, laissez-le partir et gardez-moi. Ça c'est des mots durs pour nous, mais c'est des mots d'amour. Et quand il va entendre le verdict et qu'Youssouf va ressortir avec quand même du sursis, mon frère Bagui aura le sourire, aura un très grand sourire, alors qu'il va retourner en prison. Il va être content parce que son frère va ressortir de prison et dit que je préfère galérer moi en prison que Youssouf qui n'a jamais connu de prison et qui le vit très mal. Bagui va rester en prison. Cet État va condamner mes frères, et j'ai dit à mes frères, vous savez, des grands hommes se sont battus pour la vérité et la justice dans le monde pour qu'on puisse avoir une liberté. Des grands hommes, mes frères vont s'ajouter à la liste de ces grands hommes. Ce sont eux aussi devenus des grands hommes parce qu'ils se sont battus pour la vérité et la justice pour Adama, pour leurs frères qu'on leur a enlevés. Et ce sont eux qui seront condamnés. Les gendarmes aujourd'hui ne sont toujours pas mis en examen. Et Bagui, on ne comprend pas pourquoi Bagui ne sort pas. Bien évidemment, ils sont en train de préparer une tentative d'assassinat. Bagui, aujourd'hui accusé d'une tentative d'assassinat, où il risque la perpète. Bagui est témoin principal dans la mort d'Adama. C'est le dernier à l'avoir vu vivant, c'est le dernier à l'avoir vu mort dans cette cour de cette gendarmerie. Et quand, le 19 juillet, ce qui va se passer, ils vont vite transférer Bagui dans une autre gendarmerie à Pontoise. Ils vont le laisser ressortir vers 1h du matin en lui disant « te laisse sortir parce que ton frère est mort ». Bagui va arriver à la maison comme ça. Mais Bagui, c'est un témoin qu'il faut discréditer. Bagui, c'est un témoin qu'il faut affaiblir. Bagui, c'est un témoin qu'il faut isoler. On va l'envoyer à Fleury. Et quand il arrive à Fleury, on va avoir un retour de tous les mandats qu'on a eus en disant que mon frère avait refusé les mandats. Mon frère n'avait eu aucune visite depuis plusieurs mois. Mon frère n'avait eu aucun argent depuis plusieurs mois. On a eu beaucoup de mal à avoir les permis. Une fois avoir eu les permis, Bagui a fait une grève de la faim de plus de 1 mois. Il ne voulait plus s'alimenter. Voilà ce que cet État fait subir à notre famille. Il faut savoir que quand Bagui vit tout ça, ils savent très bien qu'en touchant Bagui, ils vont automatiquement nous toucher, nous. C'est pour ça quand on dit que l'État nous a déclaré la guerre, c'est pas un mot qu'il faut prendre à la légère. Quand on dit que l'État a fait de nous des soldats, j'ai envie de dire que toutes les personnes qui sont dans le combat, et j'espère que les rangs de notre combat vont se remplir tous les jours, et que qui feront de nous tous des soldats face à ce système, face à cette société, face à ce qu'ils nous ont déclaré. Aujourd'hui, on se bat pour que Bagui aussi puisse sortir de prison, parce que peut-être on l'aura cette mise en examen, pas peut-être, mais à quel prix? On va sacrifier mon frère? Donner la mise en examen, et on va vous prendre un frère à la famille Traoré, on va lui mettre plus de 30 ans de prison à la famille Traoré. Voilà dans quel état on vit. Quand on dit état démocratique, quand on dit un état où on subit de l'acharnement et de la répression, c'est comme ça. Et il y en a plein des anecdotes, on peut vous en raconter plein. Une fois, on vient chercher tous mes frères, mon téléphone va sonner 4 fois à 6h du matin pour m'annoncer que Youssouf, Bagui, Chekne, ils seront tous arrêtés. Et oui, Assa Traoré, on vous annonce la garde à vue d'un tel. Vous savez, depuis mon téléphone, avant je le mettais sur silencieux, aujourd'hui j'ai peur de le mettre sur silencieux. J'ai peur de manquer l'appel de 6h du matin en disant que mes frères sont en garde à vue et que tout de suite il faut se lever, organiser j'ai des enfants, les organiser, trouver quelqu'un pour s'en occuper, les emmener à l'école et appeler les avocats et aller en tout cas à la rescousse de mes frères qui sont en danger face à cet État. Cette justice qui a tous les droits, elle a des droits qu'elle va utiliser avec autoritarisme parce que mes frères sont en prison. Ce jour-là, ce qui va se passer, ils vont mettre toute une mise en scène. Ils vont attendre un de mes frères qui va prendre le bus à 6h du matin, juste en bas de la maison. Ils vont entendre que mon frère rentre dans le bus. Le bus va faire environ 1 km. Ce sont les habitants qui nous le disent, et ça a été filmé. Et ils vont arrêter le bus à un rond-point à côté de chez nous, de Lidl. Et là, une dizaine de gendarmes cagoulés, armés, vont rentrer dans ce bus.
pointer les armes sur mon frère. Ils vont faire descendre mon frère. Mais en fait, les chauffeurs c'était un gendarme. Et il y avait 2 gendarmes en plus en civil dans le bus. On avait 3 gendarmes en civil dans le bus avant qu'ils montent. Et là, on va faire descendre mon frère. Ça, c'est une forme d'humiliation. Quand on dit humiliation, c'est une forme de mise en scène qu'ils ont réfléchi pour nous discréditer dans notre vie. Une forme d'humiliation, mais ça marche pas. Parce que ce sont les habitants qui vont nous appeler, qui vont nous dire tout de suite, ah ça, il s'est passé ça dans le bus, il n'y pas dans le bus. Bah, mon frère, suite à ça, Yacouba va aller en prison. Dooms va aller en prison. Dooms qui venait de commencer sa formation de brancardier, qui venait d'avoir son permis. Bah, Yacouba et Dooms vont prendre 2 ans d'interdiction de Beaumont et 2 ans de prison. Aussi, on se bat pour eux, on se bat pour tout ça. Voilà, le combat à Dama n'est pas un combat juste pour combattre, c'est un combat pour tout ça. Comment on est traité, comment on est traité face à cette justice, face à cette police, comment on est vu. Bah, on est vu comme des personnes qui doivent se taire, c'est presque même pas normal de s'exprimer, de parler et de dire bon bah c'est mon droit, j'ai le droit. Bah, quand c'est comme ça, en tout cas, nous on le fait. Donc le mot antidémocratique, c'est un mot parfait. Voilà. Par contre, celui-là, on le dit. Oui. Et de fait, une des choses qui moi m'a beaucoup frappé, parce que de fait sur la vérité du système judiciaire, c'est qu'on peut toujours avoir l'impression comme ça que la police ou la justice, ça fonctionne par le fait par exemple qu'un délit ou un crime est constaté puis on poursuit quelqu'un. Parfois ça peut fonctionner comme ça, mais en fait, toi ce que tu décris et ce qu'on voit aussi dans d'autres affaires, c'est qu'il y a une logique du ciblage. C'est-à-dire en fait souvent ils gardent des histoires, ou ils attendent, etc. Puis ils décident de se faire des gens, et puis ils mettent en route une machine pour essayer d'abattre, d'emprisonner, de faire taire, etc. Et qu'il y a beaucoup plus une logique en fait du ciblage dans le système policier judiciaire qu'une logique du droit et de la transgression et de la punition des illégalismes. Et ça, c'est une conception évidemment de l'État comme machine de guerre, et pas du tout comme l'État de droit. De fait, moi je tiens quand même à souligner, parce que c'est important, la question de la condamnation pour injure ou pour outrage aux forces de l'ordre. Et là, c'est ton frère, c'est Yacouba, le pied dans la porte de la gendarmerie. Bon, ça c'est vraiment particulièrement frappant sur la question de comment fonctionne l'état de droit, puisque à chaque fois il y a une forme d'acte illégal au départ. Donc, par exemple, tuer ton frère, cacher le corps. Et donc quand même, on se met à la situation de Yacouba, à qui la porte est fermée, il y a peut-être le corps de ton frère en train de mourir, qui juste met le pied dans la porte pour essayer d'accéder à son frère en train de mourir ou mort. Et pour un pied dans la porte, il prend 2 ans de tôle pour tentative d'effraction, pour bousculade d'un gendarme, etc. Bon, ça dit quelque chose de la méchanceté du droit. L'acharnement est à la hauteur de notre mobilisation. Il faut savoir que la mobilisation, tous nos soutiens, il faut savoir que quand on a un combat qui est fort et un combat qui est porté, il n'est pas porté que par nous, il est porté par tout le monde. Quand on dit que le combat à Dama, il faut que ce soit un combat rassembleur, un combat porté par tout le monde, bah ça gêne l'État. Ça, c'est pas normal. Bah non, il faut trouver des choses. Et la cellule familiale, comme j'ai dit, est l'arme, est une des premières armes. Si la cellule familiale n'est pas solide, bah, le combat n'a pas de socle et le combat se détruit tout de suite. Bah, c'est tout ça qu'on veut détruire. Bah, c'est aussi les habitants, c'est tout ça qu'on veut détruire, cette image-là. Et à travers mes frères, en fait, nous sommes dans une société où on va créer des coupables idéales. Des coupables idéales. Par exemple, on va revenir sur Bagui qui a déjà fait de la prison. Bagui est un coupable idéal. On va venir le chercher. Yacouba a mis son pied devant la porte. Ce sont des coupables idéaux. Il faut des coupables idéaux pour ces forces de l'ordre. Il faut des coupables idéaux pour cette police. Tout à l'heure, on était au procès de Antonin. On a créé des coupables idéaux. On a créé des coupables idéaux pour satisfaire ces forces de l'ordre-là. Parce que l'État ne veut pas prendre ses responsabilités face à eux. Mais quel prix ? Nous, on l'a eu au prix, en tout cas, de Adama, sur la vie de Adama. Aujourd'hui, sur celle de Bagui, sur celle de Yacouba, et toutes les personnes, on ne sait même pas ce qui va arriver derrière. Il y a plein de choses dont on n'a pas forcément parlé ou forcément communiqué, mais ces pressions et ces répressions, on les subit. Aujourd'hui, par exemple, j'ai le fils à Bagui qui vit chez moi, à qui j'ai la garde, son fils à qui qu'on a voulu lui enlever. Tout ça, c'est détruire psychologiquement une personne. On n'a pas communiqué parce que c'est un enfant. Mais c'est voilà comment on fait subir l'acharnement sur la famille Traoré. Et créer le coupable idéal. Bagui, aujourd'hui, est un coupable idéal, est un coupable parfait. Et on va le transformer. Comme pour transformer une machine, aujourd'hui, nous sommes dans un état où on va transformer des coupables idéaux face
à cet État pour satisfaire les gendarmes ou les policiers parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Et alors je le souligne, en plus c'est important, et en plus ça va faire le lien aussi d'affaires du de Vanny et d'Antonin, que le fait qu'il existe dans l'État des groupes qui se mettent pour objectif de dissoudre des ennemis politiques, c'est réel. C'est-à-dire c'est pas une hypothèse fantasmatique, c'est réel. Par exemple, quand on fait l'histoire du Black Panther Party aux États-Unis, on connaît aujourd'hui les notes du FBI, de Hoover, etc., qui se disent voilà, comment est-ce qu'on détruit ce groupe. Donc, la drogue, les assassinats, des mises en prison, des mises en examen, etc. Et donc il y a des cellules policières de dénonciation, etc., qui se mettent en place pour détruire. Et donc ça, c'est pas du tout des fantasmes. Parce qu'on imagine toujours que c'est des fantasmes, mais c'est des réalités objectives, connues. Et c'est aussi ce qui s'est passé avec Vanny. Alors je te pose une dernière question, peut-être. J'ai dit, tu te présentes souvent comme la sœur d'Adama Traoré. Très souvent, tu dis pas tes frères, c'est Bagui, c'est Yacouba, tu dis c'est les frères d'Adama Traoré. Et donc je pense que aussi l'une des choses pour lesquelles c'est très important ce que toi et le comité Vérité Justice pour Adama incarnez, c'est aussi une manière de penser l'action politique comme quelque chose de très spécifique. C'est-à-dire de tenir ta lutte. Tu peux faire de la solidarité, venir, soutenir, etc. Mais de pas du tout être dans une optique nécessairement de trop généraliser. Tu vois ce que je veux dire? De tenir ta lutte spécifique. C'est la lutte pour la vérité et la justice sur Adama Traoré et maintenant notamment sur Bagui. Et donc je voulais savoir un peu, voilà ça, comment est-ce que tu conçois ton appartenance à la gauche, disons pour dire que ça, tu vois? C'est-à-dire au fond, à gauche il y a beaucoup de trucs là, de faire converger, tu vois, de s'allier. Bon, moi, un langage avec lequel je suis très hostile, qui je pense casse beaucoup les luttes. Et au contraire, toi, tu incarnes une forme de radicalité d'une lutte spécifique dans sa singularité, voilà, et qui dérange aussi beaucoup la gauche. Donc, je pense, est-ce que tu peux parler un peu de ça, peut-être de comment est-ce que tu vois, pourquoi tu te bats? Aujourd'hui, je ne me bats pas pour une droite ou pour une gauche, mais je me bats pour le combat de mon frère. La première des luttes et le premier des combats qui m'amène ici, c'est le combat pour mon frère, pour Adama, et qui nous ramène sur d'autres histoires. Vous savez, quand on voit par exemple ce qui a vécu la famille Camara, qui a pris plus de 10 ans de prison. Pourtant, je t'interromps juste 2 secondes. Sur la page du comité Vérité Justice pour Adama, il y avait le meeting pour Bagui, prisonnier politique, à laquelle j'avais participé, avec Jeanne Berlanos aussi. Il y avait donc Adama Camara, qui venait de sortir de prison, qui a témoigné, donc il avait pris 10 ans de prison pour tentative d'homicide après les émeutes de Villiers-le-Bel. Bon, c'est l'un des témoignages les plus poignants que moi j'ai entendu de même ces derniers mois sur ces questions de lutte. Il faut aller le voir, c'est ce que c'est que sa vie, la vie en prison, la condamnation, c'est absolument bouleversant et ça, il faut absolument aller l'écouter. Vas-y, je t'ai interrompu. Donc, il y a la mort de mon frère, il y a mes frères en prison, il y a aussi, parmi toutes ces histoires, la famille Camara, qui va prendre plus de 10 ans de prison. Ce système de droite ou de gauche, ils vont quand même les mettre en prison. Ils vont payer de leur vie. Ils ont leur mère qui est morte quand ils étaient... Voilà, quand ils sont morts en prison. Bien évidemment, on a besoin des gens de gauche comme toi, des gens de gauche comme certaines personnes. Mais on a besoin de tout le monde, en fait. Aujourd'hui, quand on dit, on va revenir sur le mot, quand tu disais racisme, moi j'ai envie que la personne quand elle va m'écouter, quand on va parler, quand on parle de nos histoires, de toutes ces histoires-là, même le Front National, il faut qu'ils se disent, oui, il y a du racisme. Aujourd'hui, on se bat pas pour un parti, on se bat pour l'égalité de tout le monde. Tu sais, quand on aura le procès, parce qu'on aura le procès de Adama, on va se battre pour ça, c'est l'objectif premier. Et j'espère que le jour du procès sur Paris, que vous serez tous présents, que je vais pouvoir voir certains visages que je n'oublierai pas, et que vous remplirez les rangs, en tout cas, de notre combat. C'est pas pour avoir un simple procès. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir un procès et de dire je rentre chez moi. Bien sûr qu'on aura le procès. Peut-être on a pleuré même pas 24 heures. Peut-être que ce jour-là, quand ce sera fini, on va se poser, on va vraiment pleurer et on va commencer le deuil. Mais ce procès-là, le combat d'Adama, tu sais, Adama, on a fait d'Adama un symbole. Il faut que le nom d'Adama soit porteur de belles choses. Il faut que le nom d'Adama soit changeur. Il faut que le nom d'Adama soit renverseur. Le combat, on le gagnera quand on aura renversé et rééquilibré ce système-là.
quand on a rééquilibré les choses. C'est pas avoir le procès, on rentre chez nous et on reprend de la vie comme si de rien n'était. Parce que j'ai d'autres frères, parce que d'autres personnes ont d'autres frères, parce que d'autres personnes ont d'autres enfants, parce que moi j'ai des enfants. Donc on va se battre avec le comité, avec ma famille, avec toi, avec toutes les personnes qui le souhaitent et qui le veulent, tant qu'on n'aura pas à renverser ce système et rééquilibrer les choses entre les personnes et l'égalité des personnes, bah le combat, on ne l'aura pas fini. Le combat pour Adama, on ne l'aura pas fini. Parce que c'est ça le vrai combat. Parce que mon frère est mort parce qu'il s'appelle Adama Traoré, mais mon frère est mort par rapport à ce que le système et la société et l'État a construit autour de ces quartiers. C'est à construire autour de mon frère. Mon frère est mort à cause de ça. Donc c'est ça qu'il faut changer. Comme on a commencé en retard pour arriver à placer tout le monde, on arrive à la fin. Je pense qu'on n'aura pas le temps pour des questions du public, parce que sinon ça va être trop... Tu veux qu'on ait... Non. Donc si jamais tu as un dernier mot que tu veux dire pour conclure, ou si tu veux tout dire, comme il est 20h50. Comme tu veux. Bah, on a beaucoup parlé du combat, on a beaucoup parlé du combat, du procès, de la mise en examen qu'on attend. On va faire un point, là, on attend... la juge doit convoquer les pompiers et le SAMU et dans la foulée écouter les gendarmes. On espère avoir une mise en examen très prochainement. Cette mise en examen, on espère l'avoir. Parce qu'on l'aura et si on ne l'a pas, on redescendra dans les rues. On ira manifester encore. Mais il faut savoir que dans ces combats, bah, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas avancer dans le combat. On ne peut pas. On ne peut pas. Si on n'a pas de sous, aujourd'hui l'État va prendre toutes les dépenses, tous les frais d'avocat de ces gendarmes, de tous ces policiers. Nous, on n'est pas préparés à tout ça. On n'a pas fait d'économie dans une éventualité en disant si un de mes frères meurt, on pourra payer les frais d'avocat. Donc là, quand on écrit ce livre, Lettre à Adama, c'est aussi pour nous aider financièrement, parce que tous les frais de ce livre seront reversés directement pour la lutte, pour payer tous nos frais d'avocat, pour payer nos outrages qui seront à plus de 10 000 €. C'est un livre que vous pouvez trouver partout, à la FNAC, sur Amazon, je ne fais pas de pub, mais c'est les premiers mots qui arrivent. Mais dans les librairies, sur Internet, on vend aussi des t-shirts. Je ne sais pas si mon frère est arrivé, c'est lui qui doit arriver avec un t-shirt qui s'appelle Justice pour Adama. Sans justice, vous n'aurez jamais la paix, qu'on vend depuis le début à 10 €. Tout ça, c'est pour nous aider financièrement, avancer peu à pas, pas à pas. On a mis aussi en ligne l'association, le site de l'association, où il y a une cagnotte. C'est une cagnotte où vous pouvez en tout cas nous aider dans le combat. Parce que le combat, on ne peut pas l'arrêter là. Le combat, il est déjà parti très haut, il est déjà parti très loin. C'est un combat qu'on doit prendre ensemble. Donc on a créé aussi l'association qui s'appelle Adama. Bientôt, on va faire le lancement de l'association. C'est une association qu'on a créée pour la chose du nom d'Adama, parce que comme j'ai dit, on veut que le nom de mon frère soit porteur de belles choses à travers beaucoup de monde, à travers la jeunesse. Mon frère, il est mort à 24 ans. Malheureusement, il y a plein de choses qu'il ne pourra pas faire, mais si on peut le faire, si à travers son nom, on peut avancer sur plusieurs luttes, sur plusieurs belles choses, on le fera. C'est le but, ça sera aussi le but de l'association. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire. Le combat il continue pour Adama, il continue pour la mise en examen, il continue jusqu'au procès, il continue jusqu'au renversement de ce système, il continue pour la liberté de Bagui, qui risque énormément. Ça, au mois de novembre, ça va faire 1 an qu'il est en prison. On va mettre des actions pour lui au mois de novembre, pour les 1 an, pour sa liberté, pour Yacouba aussi qui sorte. Donc voilà, j'espère que on a dit ce qu'il fallait. C'est dommage, il n'y a pas le temps pour les questions. Non, mais c'est comme tu veux. Merci.